Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Merci d'être face à votre petit écran pour regarder ce programme hebdomadaire sur votre petit écran, sur CNN Télévision. Et aussi à tous les internautes, je dis merci à tous les internautes qui nous suivent à travers C-Web Info, qui est cette chaîne de télévision exclusivement pour l'instant sur le net, et nous vous remercions d'être de nôtres. Et merci encore une fois de prendre une heure de votre temps pour suivre cette compilation d'informations panafricaines vraies. Je suis Constieka. Tout au long de cette émission, on aura le temps de parcourir différents pays africains. Et nous irons au Cameroun, en Afrique centrale, on restera aussi au Gabon. On reviendra en Afrique de l'Ouest pour parler de la Côte d'Ivoire qui bouge énormément, un pays très attractif. On ira au Tchad, au Congo et en Azerbaïdjan pour voir un peu les résultats, enfin, de cette COP29. Nous irons en Guinée-Conakry, voir ce qui se passe de ce côté. Ensuite, on fera un tour du côté du Togo. On vous présentera aussi comme ça la RDC, ce pays dirigé par le président Félix-Antoine Tshisekedi. Bref, une information panafricaine vraie. Restez les nôtres, je suis Constieka. Tout de suite, à l'entame de cette émission, la Côte d'Ivoire tient le haut du pavé. Avec des informations, on a été obligé pratiquement d'en sélectionner certains, mais vous pouvez les regarder toutes ces informations sur CNN ou encore sur C-Web Info. Tous les internautes, tous qui sont aujourd'hui adeptes du numérique. La Côte d'Ivoire, le pays du président Alassane Ouattara, qui est au four et au moulin. Je peux tout simplement rassurer tous qui nous regardent que le président Ouattara a un agenda hyper chargé et il tient un point d'honneur à respecter tous ses engagements. L'inauguration du nouveau siège de la Cour des comptes de la République de Côte d'Ivoire, le 26 novembre 2024, par son Excellence M. Thiemo Komele Kone, vice-président de la République de Côte d'Ivoire, en présence de plusieurs personnalités politiques, dont le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Adama Togo, la présidente du Sénat, la vénérable Kandia Camara, la présidente du Conseil constitutionnel de la République de Côte d'Ivoire, la magistrat hors hiérarchie, Madame Chantal Nanaba Camara, le premier président de la Cour des comptes de France, qui a fait le déplacement pour la Côte d'Ivoire, M. Pierre Moscovici, et de nombreux autres invités qui ont pris part à l'inauguration de ce siège. Un siège dont le bâtiment aux lignes modernes et imposantes, en somme, un symbole pour le grand plaisir des 50 magistrats qui composent l'effectif actuel. Voilà pour cette Cour des comptes, le nouveau bâtiment qui nous amène encore à rester en Côte d'Ivoire, où nous allons parler des grandes réalisations avant de vous présenter un film sur comment est-ce que la ville de Paris a été construite. Pour l'instant, nous allons parler des prouesses du ministère de la Construction et du Logement en Côte d'Ivoire, comme nous le relate d'ailleurs le magazine L'Intelligent d'Abidjan, que vous pouvez trouver dans tous vos kiosques en Côte d'Ivoire, un magazine qui vous donnera toutes les informations sur les 17 000 nouvelles unités annoncées à Dubaï. Et dans ce magazine L'Intelligent, vous saurez tout sur les logements, sur tout ce qui se prépare, sur tout ce qui va se réaliser. Toujours dans ce magazine L'Intelligent d'Abidjan, vous avez aussi des informations sur M. Charles Kouassi, le DG de la CNPS. Vous connaîtrez tout sur ce qui est désormais appelé la success story de la CNPS de Côte d'Ivoire. Alors je vous invite tous à vous procurer le magazine L'Intelligent d'Abidjan pour savoir exactement ce qui se fera et qui est en train de se faire en Côte d'Ivoire au sujet des logements. 17 000 nouvelles unités annoncées à Dubaï. Tout savoir en lisant et en vous procurant surtout L'Intelligent d'Abidjan, qui est ce magazine qui donne des informations vraies en République de Côte d'Ivoire. Je vous retrouve juste après la réclame.
Je vous l'avais annoncé dans une édition précédente, quand vous représentera ce film, il faudrait savoir que nous les Africains, nous sommes toujours très chauds. Nous les Africains, nous sommes toujours très impatients. Alors que pour avoir du bonheur et pour avoir des choses bien, ça passe toujours par des moments un tout petit peu de difficulté, sans heurter les uns et les autres. Il faudrait rassurer aux uns et aux autres que le gouvernement de Côte d'Ivoire pense au bonheur des Ivoiriens. Je vais tout simplement vous rediffuser ce petit film qui vous montre comment Paris a été construit. C'était pas facile. Et aujourd'hui, toute la planète adore Paris. C'est devenu une référence. C'est devenu un lieu touristique. Voici comment Paris a été construit. Comment les transformations de Paris réalisées par Haussmann reflètent-elles le projet politique et social de Napoléon III? En 1850, Paris compte 1 million d'habitants. Elle est derrière Londres la deuxième ville la plus peuplée d'Europe. Ses rues sont sombres et étroites, les équipements sanitaires font défaut, des Parisiens sont obligés de recourir à l'eau de la Seine pour boire ou se laver. L'absence d'égouts favorise la propagation des épidémies. Le développement urbain est désordonné. Les entrepreneurs implantent leurs fabriques sans contrôle. Avec l'exode rural, les ouvriers de plus en plus nombreux s'entassent dans de petits logements insalubres. Cette situation ternit encore plus l'image de Paris, considérée depuis la Révolution comme une cité insurrectionnelle. Napoléon III veut assainir et renouveler la capitale. Impressionné par Londres, il veut un Paris moderne, éblouissant et facile à contrôler. La capitale impériale doit être à l'image de sa puissance. Son réaménagement est confié au préfet de la Seine, Georges-Eugène Haussmann. Il prend le contrôle de la ville et annexe une douzaine de communes situées entre le cœur de la cité et les fortifications extérieures. Paris, divisé en 20 arrondissements, compte 40% de superficie et 300 000 habitants en plus. Il perce de larges voies en plein cœur de la capitale afin de permettre une intervention rapide des forces de l'ordre en cas d'émeute. Il procède à la destruction de 25 000 maisons, tandis qu'il encourage la reconstruction de nombreux immeubles. Un réseau d'eau potable et d'assainissement de plusieurs centaines de kilomètres est réalisé, des squares et des parcs sont implantés, et les bois situés en périphérie sont aménagés selon le modèle londonien de la ville aérée. 5 gares conçues comme les nouveaux temples de l'Empire structurent la cité nouvelle. Elles donnent sur des avenues aux trottoirs arborés et jalonnés de bancs, de kiosques et de fontaines. Les chaussées sont pavées et bordées d'immeubles de 7 étages construits en série. L'unité architecturale de l'ensemble compose un style nouveau typiquement haussmannien. Grâce aux artères réagencées, les omnibus traversent Paris en 20 minutes. Pour ravitailler une population grandissante, les halles sont reconstruites selon le vœu de l'empereur qui souhaite un parapluie de verre. De nombreux bâtiments sont rénovés ou réhabilités. De nouveaux lieux du pouvoir et de la culture sont édifiés comme le palais de justice et l'Opéra Garnier. Les curieux affluent du monde entier pour voir Paris transformé. Mais les Parisiens endurent les désagréments d'une restructuration colossale. Napoléon III et Haussmann veulent agir vite, sans trop se soucier du patrimoine. Certaines personnalités attachées au Paris médiéval condamnent les destructions massives en rupture avec le passé. D'autres, comme Jules Ferry, critiquent le coût excessif des transformations et dénoncent les opérations immobilières qui profitent aux proches du régime. Voici une cité de 2 millions d'âmes condamnées à la cherté éternelle et à la hausse permanente des loyers. Même si beaucoup d'ouvriers travaillent sur les chantiers, nombre d'entre eux n'ont plus les moyens d'habiter le centre de la ville. Chassés du cœur de la capitale, ils partagent un profond sentiment d'amertume. En raison de ces nombreuses critiques, Haussmann est démis de ses fonctions quelques mois avant la chute de l'Empire. Mais cela n'empêche pas les travaux de se poursuivre jusqu'à la Première Guerre mondiale. À la fin du XIXe siècle, Paris est une ville réinventée. Comme Napoléon III le souhaitait, les travaux du baron Haussmann ont fait entrer dans la capitale la lumière bienfaisante du soleil.
Alors, faisons tous confiance à notre ministère de la Construction et du Logement en Côte d'Ivoire et surtout au gouvernement et à la vision de son Excellence le Président Alassane Ouattara. Je vous retrouve juste après la réclame. Nous quittons la Côte d'Ivoire pour le Gabon. Le Gabon, le pays de son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui respecte son cahier de charges, qui respecte aujourd'hui tout ce que le CTRI, c'est-à-dire le groupe qu'il propulse à la magistrature suprême de son pays, avait promis aux Gabonais. Tout se respecte. Nous allons au Gabon grâce à notre collaborateur Teddy Ossé. Au Gabon, la cérémonie de remise d'équipements aux subdivisions des travaux publics, présidée par son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, qui tous les jours fait preuve de patriotisme pour le bonheur de ses compatriotes. Depuis Libreville, notre correspondant Teddy Ossé, avec la complicité de Gérard Richard, Séverin Tchatchoua, Charlotte Abdoulaye et à la post-production Marcel Bassolé. Le chef de l'État gabonais, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, est déterminé à offrir aux Gabonais un réseau routier national accessible et circulable en tout temps. Il a remis au ministre des Travaux publics et au ministre de l'Agriculture les clés du matériel d'entretien routier qui permettra aux régies des travaux publics d'être plus efficaces sur le terrain. Il s'agit d'un véritable changement dans le secteur des travaux publics et dans d'autres secteurs d'activité, tels que l'agriculture, né de l'institutionnalisation du Comité pour la transition et la restauration des institutions au pouvoir. Les subdivisions des travaux publics sont restées plus de 10 ans sans acquisition des matériels roulants et des équipements. Les régies des traumatismes publics étaient désossées de leurs engins mécaniques et autres. Les routes départementales et provinciales n'étaient plus entretenues. Suite aux demandes des populations et des usagers de la route, il est nécessaire de restaurer les subdivisions des travaux publics afin d'assurer des entretiens routiers optimaux. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République du Gabon, avait instruit le gouvernement de la transition à sceller un partenariat Sud-Sud avec l'entreprise Ebomaf, dont les résultats sont aujourd'hui visibles pour le bien des populations gabonaises. Nous avons enfin l'honneur de porter à votre très haute attention, ainsi qu'à celle des populations, le total des 2 livraisons de notre partenaire Ebomaf et qui se compose ainsi qu'il suit. 13 niveleuses Caterpillar, il en reste encore 14. 10 chargeurs Caterpillar, il en reste encore 5. 6 bulldozers Caterpillar, il en reste 9. 12 pelles hydrauliques Caterpillar, dont 10 pelles hydrauliques et 2 pelles Caterpillar, 395, il n'en reste plus sur la commande qu'une seule. 9 porte-chars à 4 essieux, il en reste 5 sur la commande. 53 camions bennes, il en reste 7 sur la commande. 2 camions citernes à eau, 25 Toyota Land Cruiser double cabine. Je vous invite à adresser une salve d'applaudissements à l'adresse de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le fait de remettre officiellement les clés de ces véhicules roulants aux 2 bénéficiaires, le ministre des Travaux publics et le ministre de l'Agriculture, permettra de relancer le secteur villageois qui a longtemps été négligé. En utilisant des méthodes telles que le comptage routier et l'ensoleillement manuel et mécanisé, tout cela entraînera le ralentissement de l'exode rural, créera de l'emploi pour le peuple gabonais. Le succès de cette acquisition découle d'un partenariat Sud-Sud avec la société Ebomaf, qui offrira la possibilité à la jeunesse gabonaise en quête d'emploi d'être embauchée et formée afin de contribuer au développement du Gabon. Nous sommes dans la construction des routes avec le contournement de Libreville sur le tronçon Andem à Kornam, mais nous sommes aussi sur la route Ntoum-Kokoubich. Féliciter les équipes opérationnelles sur le terrain et les jeunes Gabonais qui ont été recrutés en masse et qui ont fortement appuyé ce travail de progression sur les deux tronçons. Voilà qui fait plaisir quand on voit tous ces éléments, tous ces véhicules, tous ces tracteurs, tout ce qui est offert comme ça pour le développement rapide du Gabon. C'est le président Omar Bongo qui doit vraiment se retourner de joie dans sa tombe. C'est le moment de parler aussi de notre partenaire officiel, qui est l'UIL, l'Université internationale de Libreville, qui va fêter son 10e anniversaire
très bientôt. Vous en saurez dans nos prochains numéros. Pour l'instant, c'est notre partenaire officiel, l'Université internationale de Libreville, l'UIL, qui forme des jeunes cadres africains. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Retour sur notre plateau Constiquant Week News, c'est l'information panafricaine vraie qui vous est proposée toutes les semaines et vous pouvez le suivre sur CNN, cette télévision sur laquelle vous êtes, et aussi sur C-Web Info pour tous les internautes. Restez des nôtres. Retour en Côte d'Ivoire, ce pays présidé par son Excellence Alassane Ouattara. En Côte d'Ivoire, le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a présidé la cérémonie officielle d'ouverture de la CGEC, Académie 2024 à Abidjan. Comme toujours, l'équipe de reportage de CNN Télévision était présente au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire. Cette équipe dirigée par Ousmane Koulibaly et Eddie Lévy-Vaunan, avec la post-production de Marcel Bassolé et la voix de Charlotte Abdoulaye. Dans la matinée du 25 novembre 2024, le Gotha politique ivoirien et les responsables des institutions étaient tous réunis au Palais des Congrès du Sofitel Ivoire pour cette 12e édition du CGECI. Arrivé à 9h45, il est 10h lorsque ce beau parterre de personnalités politiques et économiques ivoiriennes et africaines aperçoit sur les écrans géants installés de part et d'autre de l'auditorium du Palais des Congrès l'arrivée de son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État ivoirien. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, par sa présence, a donné toute la solennité à l'événement qu'il a présenté le lundi 25 novembre 2024 au Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire, à savoir la cérémonie officielle d'ouverture de la 12e édition de la CGECI Academy. La CGECI Academy est un forum économique de référence qui rassemble depuis 2012 en terre ivoirienne les acteurs majeurs de l'économie africaine, essentiellement du secteur privé. Les services ont connu une croissance certaine ces dernières années, mais leur potentiel largement sous-exploité se concentre sur des activités à faible valeur ajoutée. Ce forum permettra d'identifier les activités porteuses et de définir les stratégies nécessaires afin de développer cette industrie capable de créer de la valeur ajoutée, soutenir le développement, réduire le chômage et améliorer la résilience économique aussi bien de la Côte d'Ivoire que du continent. Pour cette édition, la 12e du genre, l'industrie des services occupe une place centrale dans les échanges, offrant des produits immatériels répondant à des besoins spécifiques. La cérémonie qui nous rassemble ce jour revêt donc une importance particulière en ce qu'elle porte une thématique d'actualité pour l'Afrique, à savoir quelle industrie de services pour stimuler la performance des économies africaines. L'industrie des services constitue donc un levier clé pour la performance des économies africaines. En renforçant son infrastructure numérique et en investissant dans le capital humain et dans ce secteur, l'Afrique pourra améliorer ses indicateurs économiques et se positionner comme un acteur majeur de l'économie mondiale. L'objectif de la CGECI Academy 2024 est d'améliorer l'industrie des services en Côte d'Ivoire. Ainsi, le thème central de la présente édition était « Quelle industrie de services pour stimuler la performance des économies africaines ?» Address critical issues, including the role of trade in improving living standards and employment, the concept of reglobalization,
opportunities for Africa in services and trade, digital trade, sustainable investment, and last but not least, the role of trade in combating climate change. Des mots soutenus par la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, Madame Ngozi Okonjo-Iweala, invitée spéciale de cette 12e édition, qui a d'ailleurs animé le panel inaugural de la cérémonie d'ouverture. Elle a souligné l'importance pour le continent africain de se focaliser davantage sur le domaine des services étant donné son potentiel pour attirer une main-d'œuvre considérable et favoriser la création d'emplois. Intervenant à cette occasion, au nom du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, le vice-président de la République, M. Thiemoko Meyele Kone, a indiqué que la présence du chef de l'État à ces cérémonies témoigne une fois de plus de son engagement constant en faveur du secteur privé et illustre le rôle prépondérant de ce secteur dans sa vision du développement de la Côte d'Ivoire. Le forum qui nous rassemble aujourd'hui nous offre donc une précieuse opportunité pour échanger et partager les expériences des différents pays sur l'ensemble de ces aspects, afin et surtout de tirer parti des pratiques ayant démontré leur efficacité. La présence qualitative d'experts de tout horizon à cette édition permet de croire que les réflexions fructueuses et les débats enrichissants viendront certainement renforcer la contribution de l'industrie des services à la compétitivité des différentes branches des économies d'Afrique. Ces initiatives ont permis de redynamiser l'économie ivoirienne avec un taux de croissance moyen d'environ 8% par an au cours de la dernière décennie, faisant de la Côte d'Ivoire la 9e économie du continent africain et la 2e de l'Afrique de l'Ouest, après le Nigeria. C'est alors que le président de la République de Côte d'Ivoire a procédé à la coupure symbolique du ruban, inaugurant de facto la visite des stands pour le grand bonheur des exposants, qui se sont vus honorés par la présence et la joie affichée du président de la République et de tous les participants de cette 12e édition. Après cette visite des stands, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a ensuite regagné le palais présidentiel sous les au revoir du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Adama Bictogo, et de la présidente du Sénat, la vénérable Kandia Camara. L'équipe de reportage de CNN Télévision, qui a suivi ensuite la visite des stands par les personnalités politiques et économiques présentes, a recueilli pour vous la satisfaction et les impressions de certains participants. Ça fait la 4e fois que nous participons à cette année. Cette année, nous avons eu le plaisir de recevoir le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, à notre stand. Donc nous lui avons présenté Petro-Ivoire. Petro-Ivoire qui est la première entreprise ivoirienne de distribution de produits pétroliers en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, Petro-Ivoire, c'est plusieurs activités, plusieurs services à notre actif. Nous avons le gaz, le carburant et nous avons aussi un centre d'entretien qu'on appelle le centre d'entretien Point S. Une cérémonie d'ouverture qui a répondu à toutes les attentes et on est prêt à continuer pour les 2 jours qui restent à venir. À l'unanimité, on ne peut que dire que nous sommes très honorés, très flattés d'avoir vu la participation du président de la République, du vice-président de la République, de tous les présidents d'institutions. Et c'est un hommage mérité car à sa 12e édition, la CGC Academy ne fait que grandir en notoriété, en qualité et tout en cernant de manière très précise et de manière inclusive les problématiques du secteur privé. Je pense que le président Cissé, qui est le président actuel du patronat ivoirien, a une vision et surtout il a une réelle volonté de développer des champions nationaux. Il s'y emploie et donc je suis extrêmement fière d'avoir participé à cet événement aujourd'hui. Cette cérémonie s'est très bien déroulée, très bien organisée, avec le professionnalisme des organisateurs. On a également apprécié la visite du chef de l'État qui personnellement a tenu à être là. Et on garde de très bons souvenirs. On espère que cette cérémonie va continuer à bien se dérouler. Vivement la 13e édition pour la nouvelle Côte d'Ivoire en marche. Quittons un tant soit peu la Côte d'Ivoire. Je vous ai dit que la Côte d'Ivoire a énormément rythmé ce programme parce que les activités s'enfleuent ici en Côte d'Ivoire. Nous quittons la Côte d'Ivoire pour la Guinée-Conakry, présidée par Mamadi Doumbouya. C'est le président de la République de la Guinée-Conakry.
En Guinée-Conakry, le général Amara Camara, ministre secrétaire général de la présidence de la République de Guinée-Conakry, a effectué une visite de travail sur le site Beila. Richard Gozo, Séverin Tchatchoua, Charlotte Abdoulaye, avec la post-production de Marcel Basselet, nous en font un écho exact. Le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara, accompagné de 5 ministres, s'est rendu à la base vie de Rio Tinto à Moribadou, où ils ont pris l'hélicoptère pour se rendre sur les sites de Beila et Kerouané, au cœur du corridor du méga-projet Simandou. Le général Amara Camara a effectué une visite approfondie des infrastructures déjà réalisées, ainsi que celles en cours de réalisation, dans le cadre de ce projet stratégique. Accompagné des responsables de Rio Tinto, l'un des principaux acteurs du projet, il a pu échanger sur l'avancée des travaux, la qualité des infrastructures mises en place et les prochaines étapes du chantier. Lors de cette visite, le ministre secrétaire général de la présidence a souligné l'importance du projet Simandou, véritable moteur du programme Simandou 2040. Ce projet constitue une vision ambitieuse et hautement stratégique pour le développement socio-économique durable et responsable de la Guinée pour les 15 prochaines années. En tant que vision stratégique, Simandou 2040 a pour objectif de renforcer l'économie nationale, créer des emplois, améliorer les infrastructures et offrir des opportunités à l'ensemble du pays. Conformément à la vision du chef de l'État, il a voulu faire de la matérialisation concrète du projet Simandou une réalité. Et il a donc mis en place un comité stratégique. Et en marge de notre tournée, nous sommes arrivés ce matin et l'occasion nous a été donnée. Un briefing a été fait à l'équipe. Ensuite, nous avons effectué une visite aérienne sur l'ensemble des blocs 1, 2, 3 et 4. Et nous avons pu voir l'état d'avancée des travaux. Et globalement, très satisfaisant. Et conformément aux échanges que nous avons eus, nous avons bon espoir que le délai contractuel du dernier trimestre de l'année 2025 sera atteint. Le projet Simandou, tel que c'était conformément à la vision Simandou, les acteurs ont été mis en contribution pour se retrouver autour de la table pour remettre les cartes à plat et définir le rôle et la participation de chacun. Donc il a été question de faire venir l'État dans le projet à hauteur de 15%. Et le partenaire Rio Tinto Simfer également occupe une bonne partie du projet. Et aussi WCS et son partenaire BAO. Et l'ensemble a donné le projet CTG. Donc en voyant Simandou dans sa globalité, c'est 4 composantes. La première composante, c'est le port qui est la propriété de la CTG. Également, il y a les rails, aussi une propriété de la CTG. Mais il y a les mines. Les mines, dans cette composante, il y a l'État et les partenaires industriels avec une teneur de près de 65%. Mais également l'acierie pour permettre la transformation du fer localement. Et cela permet aussi de donner un aperçu sur les opportunités que ça peut créer à la population guinéenne globalement. 3 priorités et 3 choses que ça va permettre de faire. Ça va créer des emplois pour les Guinéens de façon globale, mais aussi donner des opportunités de business pour nos entreprises. Mais l'aspect le plus important, c'est le transfert de compétences et de technologies. Donc, voyant que le projet est en train de prendre forme, et vu sa dimension et les ressources que ça va générer, il a été également pensé par le chef de l'État de faire en sorte de pouvoir absorber au mieux les retombées du projet Simandou. Donc un plan de développement de la Guinée sur les 15 prochaines années à partir de 2025 a été initié. Le programme, il s'appelle le Simandou 2040. Ce programme est bâti sur 5 piliers essentiels. Le premier, c'est celui qui touche tout ce qui est agriculture et l'industrie alimentaire, mais le commerce. Le second pilier, tout ce qui est éducation et culture. Le troisième pilier, c'est l'aspect infrastructure, transport et technologie. Le quatrième pilier, c'est l'économie, les finances et l'assurance. Et le dernier pilier, qui n'est pas le plus petit, c'est ce qui touche la santé et le bien-être des populations. Le général Amara Camara a aussi mis en avant l'importance de ce projet pour les populations locales qui bénéficieront directement des retombées économiques. Il a souligné que l'implication des communautés et des autorités locales était essentielle pour garantir la réussite de Simandou 2040 dans un cadre respectueux de l'environnement et des principes de développement durable. Je parlais à l'instant d'Azerbaïdjan où s'est tenue la dernière COP29
avant celle de décembre, et cette dernière COP29 ne s'est pas du tout passée pour le bon goût des Africains. Les Africains ne sont pas contents. L'offre des pays riches, considérés comme les plus grands pollueurs de la planète, a été rejetée par les pays africains lors de la COP29. Sur le trillion de dollars annuels attendu, seuls 250 milliards de dollars par an, en plus étalé jusqu'en 2035, a été voté et décidé par ces pays qui sont considérés comme les plus grands pollueurs de la planète. Et l'Afrique, le plus grand réservoir qui pallie complètement à cette pollution. Mais l'Afrique est totalement déçue. Elle s'attendait à 1 trillion de dollars, de millions de dollars américains, et ce n'est que 250 milliards qui leur est proposé. Les Africains sont très fâchés. Direction Azerbaïdjan, grâce à Gérard Chargozo, Charlotte Abdoulaye, Séverin Tchatchoua et Marcel Bassolé. Au terme des 2 jours de négociations, la COP29, organisée par l'Azerbaïdjan, a officiellement fait l'objet de prolongations ce week-end, sans trouver de compromis. C'est une véritable honte. Nous sommes très en colère. Nous sommes tellement frustrés de voir que les pays développés ont proposé un chiffre de 250 milliards de dollars par an, alors qu'ils sont parfaitement conscients que les besoins se chiffrent en milliers de milliards de dollars. La demande des pays en développement s'élève à 1,3 trillion de dollars par an et les gens souffrent sur le terrain, mais les pays développés ont proposé une somme aussi dérisoire. Le budget annuel de 250 milliards de dollars à atteindre d'ici 2035 est nettement inférieur à la demande des pays en développement. Il sollicite des pays riches de dépenser entre 500 et 1300 milliards de dollars par an afin de les soutenir dans leur transition vers les énergies fossiles et leur adaptation face au changement climatique. Il est crucial pour nous de ne pas prendre de retard sur les textes de Dubaï concernant l'élimination progressive des combustibles fossiles. La réduction des émissions de gaz à effet de serre doit rester une priorité absolue et permanente lors de toutes les conférences sur le climat. Les militants écologiques n'acceptent pas un accord automatique. Un accord n'a de valeur que s'il apporte quelque chose au peuple du monde. S'il s'agit d'un accord simplement pour le plaisir d'un accord, nous disons rejetons-le. L'absence d'un accord vaut mieux qu'un accord. Un mauvais accord est mortel pour les gens et la planète. En attendant un accord, la somme de 250 milliards représentera 2,5 fois l'engagement annuel de 100 milliards de dollars par an. Cette somme est principalement provenant de l'argent public, mais les pays riches souhaitent augmenter à l'avenir la contribution du secteur non public. Si le montant annoncé sera augmenté, il reste à déterminer. Voilà qui fait pas trop plaisir aux Africains quand on sait que c'est chez nous qu'on trouve encore, et je demande à Marcel Bassolé d'essayer encore de présenter cette Afrique. Regardez ces forêts africaines qui contrecarrent un tout petit peu la pollution mondiale avec ces bassins du Congo. Quand on voit comment les Africains sont relégués au rang des moins que rien, alors qu'ils s'attendaient à une véritable cagnotte pour pouvoir pallier à ce phénomène climatique, on peut tout simplement continuer à demander à nos dirigeants, à ceux qui nous représentent dans ces différents sommets, dans ces différentes COP, de persévérer. Restez les nôtres, on se retrouve juste après la réclame. Nous quittons Azerbaïdjan pour le Tchad. Le Tchad, pays dirigé par le président Mahamat Idriss Déby Itno. Il est très important dans cette émission de toujours rappeler qui sont ceux qui dirigent nos États. Parce que nous parlons à la planète. Sur CNN et sur C-Web Info, nous parlons au monde entier. Nous ne parlons pas qu'à nos pays. Et il faut bien connaître qui sont ceux qui nous dirigent, connaître ce que font nos pays. Nous allons en N'Djamena au Tchad. Un représentant du président émirati a été reçu par le président de la République tchadienne, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, au palais présidentiel tchadien. Écho, images et son, Gérard Chargozo, Séverin Tchatchoua, Charlotte Abdoulaye, Marcel Bassolé. Le président de la République du Tchad, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, a reçu une délégation émiratie conduite par le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, chargé des affaires africaines, M. Sheikh Chahbout bin Nahyan Al Nahyan. Il a transmis un message du président des Émirats Arabes Unis, son Altesse Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, au chef de l'État, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno. À la tête d'une forte délégation, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, chargé des questions africaines, M. Sheikh Chahbout bin Nahyan Al Nahyan, boucle par N'Djamena une longue tournée africaine qu'il a conduite dans plusieurs pays.
Le déplacement de N'Djamena s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale. Une coopération qui couvre un large éventail de domaines vitaux, notamment le commerce, la santé, l'énergie, les infrastructures, l'enseignement supérieur, l'environnement, la sécurité et le secteur humanitaire. La constance des échanges au sommet entre son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan et le chef de l'État, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, témoigne de la vitalité des relations entre le Tchad et les Émirats Arabes Unis, deux pays amis et frères. Il est à rappeler que les Émirats Arabes Unis sont le deuxième partenaire du Tchad en matière d'échanges commerciaux après la Chine. Sur ce point précis, le chef de l'État a plaidé pour un allègement des procédures d'obtention de visa en faveur des commerçants tchadiens qui font l'objet de tracasseries via les agences, étant donné que le visa émirati ne se délivre pas sur place à N'Djamena. Outre le message de son président, son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, dont il est porteur, le secrétaire d'État émirati aux affaires étrangères, chargé des questions africaines, et le président de la République du Tchad, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, ont fait le tour d'horizon d'autres questions d'intérêt commun dans la dynamique du renforcement de la coopération bilatérale. Je m'amusais souvent à dire à certains amis, à certaines personnes, que si on vous laisse simplement recevoir 10, 15, 20 personnes par jour, chacun avec son problème, vous deviendrez fou à la fin de la journée. Et c'est le cas de savoir que nos dirigeants, nos chefs d'État travaillent énormément. Nous allons repartir en Côte d'Ivoire, où le chef d'État, comme je l'ai toujours dit, n'est qu'Alassane Ouattara. Vous verrez un tout petit peu une journée marathon pour un président de la République. Une journée marathon où il faut recevoir des personnalités, des hautes personnalités, et parler de tout et des sujets différents les uns les autres. Alors, la Côte d'Ivoire, le président de la République de ce pays, son Excellence, Alassane Ouattara, a reçu successivement le 26 novembre 2024 au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire son éminence, le nouvel archevêque d'Abidjan, et ensuite une délégation d'une société ivoirienne installée en Côte d'Ivoire. Vous verrez lors de ces deux rencontres, cette journée marathon au palais présidentiel, la première pieuse, la deuxième avec une information qui va réjouir tout le peuple de Côte d'Ivoire. L'ère Ouattara est une ère bénéfique pour les Ivoiriens. Et à cette rencontre, la primeur a été réservée d'abord au président de la République, et quant à lui, il a aussi décidé que ce soit l'intéressé qui offre cette primeur à ses compatriotes ivoiriens. L'œil de la caméra de notre reporter spécial, Ousmane Koulibaly, depuis le palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, assisté d'Eddy Lévy-Vaunant et à la post-production Marcel Bassolé sur la voix de Constant Eka. Ce mardi 26 novembre 2024, le chef de l'État de Côte d'Ivoire a reçu en audience au palais présidentiel Monseigneur Ignace Bessi Degbo, nouvel archevêque d'Abidjan, qui est venu attester sa prise des fonctions épiscopales au chef de l'État ivoirien. En compagnie du ministre de la fonction publique, Madame Andésiré Ouloto, le président de la République de Côte d'Ivoire s'est entretenu avec son éminence, Monseigneur Ignace Bessi Degbo, qui a rassuré le président de la République de toutes ses prières à son endroit. À la fin de l'entretien, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, et son premier hôte de ce jour marathon se sont rendus pour un point de presse dont une question fut à l'ordre du jour par la presse nationale et internationale, à savoir la teneur de leur entretien. Effectivement, en tant qu'archevêque d'Abidjan, j'ai pris possession canonique du siège le 3 août et j'ai souhaité rencontrer le président de la République pour lui faire mes civilités, parce que, pour parler de manière imagée, c'est lui le chef du village. Et donc il était important que je vienne le saluer pour lui dire que je suis là et qu'il peut compter sur mes prières pour que le pays avance sur le chemin de la paix et du développement. C'est ce que nous avons fait et j'étais très heureux de l'accueil qu'il m'a réservé et je pars vraiment satisfait. C'est alors que son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a raccompagné son éminence jusqu'au perron du palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire dans la pure tradition du respect des guides religieux.
S'en est suivi à 13h de l'audience accordée à la délégation du groupe Endeavour Mining, conduite par son président-directeur général, M. Ian Cockerill. Après les traditionnelles salutations du directeur du cabinet présidentiel, M. Fidel Sarasoro, en présence du ministre Mamadou Sangafoa Coulibaly, ministre des Mines, de l'Énergie et du Pétrole, c'est alors que le président de la République a fait son entrée dans cette salle où il a accordé une audience placée sous l'égide d'une annonce dont la primeur était réservée au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, qui, dans un large sourire à l'endroit du président directeur général et de son ministre Mamadou Sangafoa Coulibaly, ministre des Mines et de l'Énergie, dont le sourire était celui à partager avec ses compatriotes et dont il a laissé son hôte le faire. Face aux caméras de télévision nationale et internationale, CNN vous offre cette autre annonce de très grande réjouissance pour le peuple de Côte d'Ivoire. Il a une très bonne nouvelle à nous annoncer, donc je tiens à ce qu'il le fasse lui-même. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Le directeur général de Endeavour est très heureux et honoré d'être reçu par le président de la République parce qu'il voulait lui annoncer en primeur une très bonne nouvelle du groupe Endeavour qui est présent en Côte d'Ivoire et qui va réaliser son 4e investissement, donc qui a déjà 3 investissements ici. Le 4e investissement avec la mine de Tanda, donc Tanda-Iguela, qui va en principe produire son premier lingot d'or à la mi-2028. Donc c'est un projet de classe mondiale qui éventuellement va générer plus de 4000 emplois directs et indirects et qui produira environ 11 tonnes d'or par année. Un projet qui va produire sur toute la durée de la vie d'environ 150 tonnes d'or avec un investissement d'environ 530 milliards de francs CFA. Une photo de famille a immortalisé l'annonce de ce gisement minier dont le projet va générer plus de 4000 emplois, non sans compter sur une note d'humour de son Excellence Alassane Ouattara. On attend qu'ils viennent découvrir la 5e mission. C'est alors que le président de la République de Côte d'Ivoire a pris congé de ses hôtes. Voilà une annonce des gisements et des découvertes. 4e gisement d'or. De l'or, il y en aura. Et de l'argent pour tout le monde, un bonheur pour tous. Nous allons au Togo, juste après la réclame. J'ai souvent dit qu'il était l'un des plus jeunes présidents, mais un ancien a presque bientôt 20 ans au pouvoir. C'est le président de la République togolaise, son Excellence Faure Essonsingba Gnassingbé. C'est dans son pays que nous allons à l'instant vous proposer une information. Le chef de l'État togolais, son Excellence Faure Essonsingba Gnassingbé, a accordé une audience. Reportage Charlotte Abdoulaye, Gérard Richard Gozo, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé. Le président de la République du Togo, son Excellence Faure Essonsingba Gnassingbé, a accordé une audience à l'ancien Premier ministre du Kenya, M. Raila Odinga. Au centre de leurs échanges, la situation politique et sécuritaire en Afrique, ainsi que les défis de développement économique et social sur le continent. Je suis très reconnaissant pour cette rencontre avec le président de la République, Faure Essonsingba Gnassingbé. Je suis venu ici parce que, comme vous le savez, je suis candidat à la présidence de l'Union africaine et je suis venu solliciter son soutien. Au cours de nos discussions, nous avons abordé de nombreuses questions importantes concernant notre continent. Les infrastructures, le commerce intra-africain, le changement climatique, les transports et la facilitation des visas, ainsi que les questions culturelles à travers le continent. Nous avons déjà travaillé ensemble avec le président en tant que champion du MUTA. Nous avons collaboré étroitement pour développer les réseaux de transport sur le continent et garantir la libre circulation des personnes. Nous pensons qu'il est possible d'offrir des opportunités à ces jeunes pour qu'ils contribuent au développement, en particulier dans les domaines comme l'intelligence artificielle et les TIC. Il est également crucial de s'assurer que l'Afrique reçoive une compensation équitable pour les impacts du changement climatique. En outre, la valorisation des matières premières sur le continent est essentielle pour créer les emplois et favoriser
la croissance économique. Le président est également engagé à résoudre les problèmes d'insécurité dans les régions concernées. Monsieur Raila Odinga a saisi l'occasion pour solliciter l'appui du Togo pour sa candidature à la présidence de la Commission de l'Union africaine, l'un des principaux organes de l'instance continentale. Nous quittons le Togo pour le Congo-Brazzaville. Et au Congo-Brazzaville, on aimerait bien aller faire un peu de pêche pour se prendre quelques petits saumons, puisque les Brazzavillois et les Quinois se discutent un tout petit peu le saumon du fleuve Congo. Nous restons au Congo, le pays de son Excellence, le président Denis Sassou Nguesso. Le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, en séjour en Italie, a été reçu par le Saint-Père, le pape François. Séverin Tchatchoua, Gozo Richard, Charlotte Abdoulaye, Marcel Bassolé. Le lundi 25 novembre 2024 à 7h45, le cortège du président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a atteint le Saint-Siège. Le piquet de la garde suisse est correctement organisé pour rendre hommage au président de la République du Congo qui a rendez-vous avec le souverain pontife. Le président du Congo, accompagné de son épouse, Madame Antoinette Sassou Nguesso, est accueilli par le régent de la maison pontificale, Monseigneur Leonardo Sampieza. L'instant est solennel et cordial lorsque son Excellence Denis Sassou Nguesso entre dans la bibliothèque apostolique du Vatican où il est reçu par le pape François. Les deux dignitaires marquent ce moment historique avec une étreinte chaleureuse, puis le chef de l'État congolais présente son épouse Madame Antoinette Sassou Nguesso au pape François. La première dame du Congo est une catholique engagée dont l'action à travers la Fondation Congo Assistance témoigne de son engagement envers le bien-être social. Plus tard, le président du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a une entrevue en tête-à-tête avec le souverain pontife. Il n'a pas été révélé un seul mot de cette entrevue privée qui a duré 25 minutes. On peut supposer que les deux hommes ont abordé des sujets d'intérêt commun tels que la vie de l'Église catholique au Congo, la préservation de l'environnement et la paix du continent africain. En outre, le président congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, qui lutte depuis de nombreuses années pour la préservation de l'environnement, a remis au pape François un livre qu'il vient de publier, intitulé « Au fil de l'eau », qui aborde la question de l'écologie, un sujet que le souverain pontife apprécie particulièrement. Lors de cette entrevue, le président congolais a souligné l'importance de béatifier le cardinal Émile Biyinda et de nommer un nouveau cardinal au Congo, un sujet que son Excellence Denis Sassou Nguesso a évoqué par la suite au cours d'un entretien avec le secrétaire d'État du Vatican. Le ministre des Affaires étrangères du Vatican est attendu à Brazzaville en janvier prochain afin de redonner vie à l'Église catholique au Congo. Nous quittons l'Italie dans cette information qui fait plaisir à tous les Congolais, à tous ceux de la diaspora qui nous regardent sur C-Web Info depuis leur petit smartphone et ceux qui sont sur CNN. Nous quittons l'Italie où a séjourné le président de la République congolaise pour la Côte d'Ivoire. Comme je vous l'ai dit, la Côte d'Ivoire va énormément rythmer ce programme, c'est le cas. Et en Côte d'Ivoire, il ne se passe pas une minute sans qu'il y ait un événement. Il ne se passe pas une journée sans qu'il y ait un gros événement diplomatique. En Côte d'Ivoire, l'Assemblée générale de l'Internationale des transports aériens francophones s'est tenue à Abidjan. Plus de 90 représentants et 22 compagnies aériennes membres de cette association. Reportage Ousmane Koulibaly, Lévite Eddy Vaudan, Marcel Bassolé, Charlotte Abdoulaye. La capitale économique ivoirienne, Abidjan, a abrité du 22 au 24 novembre les travaux de la 130e Assemblée générale de l'Association internationale des transporteurs francophones, ATAF, au Sofitel Hôtel Ivoire, situé dans la commune de Cocody. L'objectif était de discuter des chaînes d'approvisionnement aéronautique. Plus de 90 représentants des 22 compagnies aériennes membres de l'Association internationale des transporteurs aériens francophones, ainsi que 19 membres partenaires et associés, se sont rassemblés à Abidjan pour discuter de l'actualité du transport aérien mondial, organiser un zoom sur l'Afrique, les Antilles et l'océan Indien, ainsi que d'évaluer les stratégies financières des compagnies membres de l'ATAF. Le général Abdoulaye Koulibaly, président de l'Association internationale des transporteurs aériens francophones, par ailleurs PCA de Air Côte d'Ivoire, a exprimé sa gratitude envers ses hôtes pour avoir choisi sa compagnie comme organisatrice de la 130e Assemblée générale de l'ATAF.
Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Wagondo Diomandé, représentant le ministre des Transports, a présenté les avancées accomplies par la Côte d'Ivoire au cours des dernières années, se justifiant pourquoi les organisateurs ont choisi la Côte d'Ivoire. La contribution du transport aérien dans l'économie, bien évidemment, n'est plus à démontrer. Au plan mondial, il est un employeur majeur qui revendique aujourd'hui plus de 87,7 millions d'emplois, avec 11,300 millions d'emplois directs. L'aviation participe également à hauteur de 3,5 milliards de dollars au PIB mondial. À l'échelle africaine, l'aviation civile joue un rôle de plus en plus crucial dans l'intégration économique et la connectivité du continent. En facilitant les déplacements et les échanges commerciaux, elle facilite significativement la croissance économique et la cohésion sociale. C'est donc à juste titre que le gouvernement ivoirien, qui a inscrit le transport aérien au cœur de sa stratégie de développement, prend une part active aux initiatives tant au niveau de l'OACI qu'au plan continental visant à améliorer de façon significative l'environnement économique et réglementaire de ce secteur d'activité. L'adoption par les ministres des Transports de la CEDEAO d'une stratégie régionale visant à supprimer les taxes et à réduire les dépenses aéroportuaires de 25% à l'horizon 1er janvier 2026. Selon IATA, le transport aérien devrait battre encore des records de chiffre d'affaires cette année à 996 milliards de dollars américains. Cette estimation qui confirme la reprise rapide du secteur après la Covid-19 n'est pas sans incidence sur les acteurs de l'industrie des transports. Je déclare, si j'en ai la permission, ouvert les travaux de la 130e Assemblée générale de l'Association des transporteurs aériens francophones. Créée en 1950 et anciennement Association des transporteurs aériens francophones, elle est devenue l'Association internationale des transporteurs aériens après l'accession à l'indépendance des pays africains. C'est une association de transporteurs aériens favorisant le dialogue, l'échange d'informations et de technologies entre les grands acteurs économiques du transport aérien et les secteurs connexes. À chaque édition, plus besoin de vous le rappeler, nous traitons un pays. Nous présentons au monde entier ce pays, ses atouts et tout ce que ce pays rengorge comme richesse. Et dans cette édition, place à la RDC, le pays présidé par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et dans ce pays, vous verrez tous les atouts. Tout ce qui peut inciter non seulement les visiteurs à faire un tourisme, mais aussi les investisseurs à croire en ce pays, en ses capacités. D'autant plus que les Africains, tous les Africains, qui ont été les meilleurs dans les écoles formées en Occident, sont de retour dans leur pays pour offrir un cadre de vie, un cadre d'affaires pratiquement exceptionnel à tous qui désirent changer de continent. Voici la RDC, ses atouts, son économie et ses réalités. Reportage Constant Rica, Marcel Bassolé. La République démocratique du Congo, aussi appelée plus simplement RD Congo, de manière informelle Congo-Kinshasa, en sigle RDC, est un pays d'Afrique centrale. C'est le 4e pays le plus peuplé d'Afrique, ainsi que le pays francophone le plus peuplé. La RDC est le 2e plus vaste pays d'Afrique après l'Algérie. Il s'étend de l'océan Atlantique au plateau de l'Est et correspond à la majeure partie du bassin du fleuve Congo. Véritable colonne vertébrale du pays, grand comme 4 fois la France, 80 fois la Belgique, 1,5 fois plus grand que le Québec au Canada, ou encore grand comme la partie des États-Unis située à l'est du Mississippi. C'est le 11e État du monde par sa taille, avec ses 2 345 410 km². Le nord du pays est un des plus grands domaines de forêt équatoriale au monde. L'est du pays borde le Grand Rift est-africain, domaine des montagnes, des collines, des grands lacs, mais aussi des volcans.
Le sud et le centre, domaine des savanes arborées, forment un haut plateau riche en minerais. À l'extrême ouest s'étale une côte sur l'océan Atlantique. Le pays partage ses frontières avec l'enclave de Cabinda Angola à l'ouest-sud-ouest, la République du Congo à l'ouest, la République centrafricaine au nord, le Soudan du Sud au nord-est, l'Ouganda à l'est-nord-est, le Rwanda et le Burundi à l'est, la Tanzanie à l'est-sud-est, la Zambie au sud-sud-est et l'Angola au sud-ouest. La RDC est membre de l'Organisation internationale de la francophonie, en sigle l'OIF, depuis 1977. Cependant, le pays demeure instable et voit depuis 2016 ressurgir plusieurs milices. Plusieurs centaines d'ethnies forment la population du pays. Le français est la langue officielle ainsi que 4 langues bantoues, à savoir le Lingala, le Kikongo Yaleta, aussi appelé Kikongo, en dehors du Congo central, le Swahili et le Chiluba ont le statut de langue nationale. L'économie repose principalement sur le secteur primaire, agriculture et exploitation minière. Le fleuve Congo donne au pays son seul accès à l'océan Atlantique, dont la ville portuaire de Banana. C'est un étroit corridor sur la rive droite du fleuve traversant le territoire de l'Angola, qui dispose de la rive gauche et dont il crée une petite exclave sur la côte atlantique entre le nord du fleuve et la frontière de l'enclave angolaise du Cabinda. En raison de sa grande superficie, de sa localisation au centre de l'Afrique, de ses énormes richesses naturelles et de son importante population, la République démocratique du Congo est l'un des géants de l'Afrique. Elle est traversée par l'équateur et comprend 3 climats, le climat équatorial, le climat tropical et le climat de montagne. Les principaux lacs de la République démocratique du Congo sont généralement repartis en 3 groupes. Les lacs de plateau, à savoir le Moero, le Tsangalele, l'Upemba et le Del commune. Les lacs résiduels, à savoir le Tumba, Maïndombe, et les lacs de montagne, le Tanganyika, le Kivu, l'Édouard et Albert. La République démocratique du Congo possède une importante diversité floristique et faunique. On y trouve de nombreuses espèces de mammifères, dont les espèces au territoire restreint, telles que le gorille des montagnes, le gorille de plaine, le bonobo ou chimpanzé nain, le capi, le rhinocéros blanc du Nord, le pan du Congo. Le pays compte également de nombreuses espèces d'oiseaux, de batraciens et de reptiles. La faune étiologique est représentée par une quarantaine de familles de poissons, regroupant environ 1000 espèces, dont environ 80% vivent dans le système fluvial et le reste dans les lacs de l'Est. La République démocratique du Congo, en sigle RDC, couvre à elle seule 62% des forêts du bassin du Congo, reconnu comme l'un des grands poumons de la planète. Ce bassin fait régulièrement l'objet des sommets internationaux plaidant pour sa préservation. L'économie est essentiellement agricole, 70% des actifs ou tournés vers l'exportation. Les minerais sont de grandes ressources. L'économie a été gravement frappée par la corruption et la mauvaise gestion depuis 1977. Ce qui explique le fort taux de contrebande, l'exportation illicite et activités minières clandestines. L'économie a été ravagée par la guerre de 1997 à 2005, soit 5 millions de morts. Le plus gros partenaire commercial est depuis 2010 la Chine, en importation, exportation et crédit. La majeure partie de la population reste alors active dans l'agriculture, bien que les terres cultivées ne représentent que 3% du territoire. La République démocratique du Congo, en sigle RDC, possède un important potentiel de ressources naturelles et minérales. L'agriculture reste le principal secteur de l'économie. Les principales ressources agricoles sont le café, le bois et ses essences, à savoir la fromosia, l'ébène, le wenge, l'iroko, le sapeli, le cyprotiama, le tola, le kambala, l'ikafi et le caoutchouc. La RDC se lance dans la mise en place de zones économiques spéciales pour encourager la renaissance de son industrie. Première industrie dans la commune quinoise de Nzélé et sera consacrée aux agro-industries. La deuxième industrie consacrée aux industries minières dans le Katanga et la troisième industrie consacrée aux cimenteries dans le Bas-Congo. Le Congo détient des minerais tels le diamant, l'or, le cuivre, l'étain, le colombite, tantalite, coltan, le bauxite, le fer, le manganèse, le charbon, le pétrole, le gaz, le méthane et le schiste bitumeux. Le colbate du Katanga, avec une production annuelle d'environ 90 000 tonnes selon les sources de 2019. La RDC représente plus de la moitié de la production mondiale de colbate. Le pays ne compte pas seulement une industrie minière,
Les grandes villes comptent aussi des industries alimentaires et textiles. La République du Congo est l'un des pays les plus pauvres du monde. Une grande partie de sa population vit en dessous du seuil de pauvreté et fait face à des inégalités très marquées malgré ses multiples et diverses richesses. L'indice de développement humain, en sigle IDH, de la République démocratique du Congo est extrêmement bas et il a été classé en 2021 au 179 rang mondial sur 191 pays par le Programme des Nations Unies pour le développement et se situe entre le Libéria et l'Afghanistan. En 2002, 80% de la population vivait au-dessous du seuil de pauvreté, fixé à $2 par jour. Et en 2013, c'est 87,7% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, fixé à $1,25 par jour. Près de 44% des femmes et environ 22% des hommes n'ont aucun revenu. Les disparités régionales sont très fortes. Les populations de l'Est du pays vivaient en moyenne avec $32 par an et par habitant, alors que celles du Sud disposaient de $138 et celles de la province de Kinshasa de $323, 10 fois plus qu'à l'Est. Au total, 16 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire. Le taux de scolarisation a fortement progressé depuis la fin de la guerre civile en 2002. Le nombre d'enfants inscrits dans les écoles primaires est passé de 5,5 millions en 2002 à 16,8 millions en 2018. Et celui des enfants et adolescents inscrits dans les écoles secondaires est passé de 2,8 millions en 2007 à 4,6 millions en 2015 d'après l'UNESCO. En 2014, d'après une enquête EDS, en sigle, menée sur tout le territoire national, c'est 82,4% des enfants âgés de 6 à 11 ans qui fréquentaient effectivement l'école. 83,4% pour les garçons et 80,6% pour les filles. D'après la même enquête EDS de 2014, le taux d'analphabétisme de la population âgée de 15 à 49 ans était de 24,1%, soit 11,9% pour les hommes et 36,2% pour les femmes. Les plus grandes agglomérations de la République du Congo en sigle RDC sont Kinshasa, Lubumbashi, Mbuji-Mayi, Kananga, Kisangani et Bukavu. La population est caractérisée par sa grande jeunesse. 60% des habitants ont moins de 20 ans. L'âge médian est de 17 ans. Environ 40 000 enfants travaillent sans protection et dans des conditions extrêmes de pénibilité dans le secteur informel des mines de cuivre et colbate. La capitale de la RDC est Kinshasa. Sa devise monétaire est le franc congolais. Sa langue officielle, le français. Son gouvernement est une république à régime semi-présidentiel. La superficie de la RDC est de 2345 millions de kilomètres carrés. Sa population est estimée en 2023 à 102,3 millions d'habitants, selon la Banque mondiale. La RDC est dirigée par son Excellence, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après ce reportage sur la RDC, la République démocratique du Congo, retour en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, comme je vous l'ai dit, il ne se passe pas un moment sans qu'il y ait quelque chose qui fait plaisir à ceux qui ont les loupes rivées sur le continent africain et de voir un peu quels sont les pays attractifs. En Côte d'Ivoire, le parc des expositions d'Abidjan, situé dans la commune de Port-Bouët, a abrité le Salon international des ressources extractives et énergétiques, en sigle CIREX. La cérémonie solennelle d'ouverture du 27 novembre 2024 a été présidée par son Excellence M. Alassane Ouattara, chef de l'État ivoirien. Toujours à l'affût de l'information et des images, de l'information vraie, nos équipes dirigées par Ousmane Koulibaly, avec son assistant Lévite Eddy Vonon et la post-production de Marcel Bassolé sur la voix de Charlotte Abdoulaye, nous en font écho. Pour une grande première, ce fut une réussite sur tous les plans. La première édition du Salon international des ressources extractives et énergétiques en sigle CIREX s'est ouverte le mercredi 27 novembre 2024 au complexe ultramoderne du Centre des expositions d'Abidjan dans la commune de Port-Bouët en Côte d'Ivoire en présence du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara et du vice-président du Nigeria, M. Kashim Shettima Moustapha.
Le CIREX, qui se déroule pendant 5 jours, soit du 27 novembre au 2 décembre 2024, marque une étape importante pour la Côte d'Ivoire, la sous-région et le continent africain, a déclaré le vice-président ivoirien, Son Excellence Monsieur Tiemoko Meïle Koné, ouvrant ses assises au nom du chef de l'État ivoirien, Son Excellence Alassane Ouattara. Excellence Monsieur le Président de la République, votre présence, qui nous honore une fois de plus, n'a assurément rien de protocolaire. Elle nous confirme encore et sans embâche votre engagement en faveur du progrès des secteurs d'activité et de leurs résultats sur les pays et sur le quotidien des populations. Les ressources extractives représentent indéniablement une richesse pour nos pays, mais leur exploitation soulève de nombreux défis qu'il nous faut prendre en charge. Ces défis sont étroitement liés à la préservation de l'environnement face aux impacts de l'extraction non contrôlée. Il devient également urgent pour l'Afrique de répondre aux attentes croissantes en matière de transformation locale des ressources extractives et de développement des services connexes, afin de maximiser leur valeur ajoutée et de créer des emplois pour les populations et surtout les jeunes. Il est bon de rappeler que le continent émet moins de 4% de gaz à effet de serre, tandis que plus de 600 millions d'Africains n'ont toujours pas accès à l'électricité. Dans un tel contexte, le chemin qui mène vers les énergies renouvelables ne saurait être le même pour tous. Nos partenaires bilatéraux et multilatéraux doivent donc apporter leur soutien technique et financier à l'Afrique dans sa propre mise en œuvre des énergies vives, vertes. Monsieur Mamadou Sangafoa Coulibaly, ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, a indiqué que ce salon vise à fédérer toutes les initiatives qui existent et à intégrer en une plateforme unique les 3 sous-secteurs qui sont les mines, le pétrole et l'énergie. Excellence, Monsieur le Président de la République, après avoir donné un second souffle à l'agriculture de notre pays, vous avez décidé que le temps était venu de mettre également à contribution les ressources naturelles de notre sous-sol. L'édition 2024 du CIREX, prévue pour une biennale, a pour thème « Développement durable des industries extractives et énergétiques ». Quelle politique et quelle stratégie? Pour cette édition, le pays à l'honneur sera la Norvège, considérée comme un exemple dans ce domaine. En tant que 3e exportateur mondial de pétrole et de gaz naturel, le Royaume de Norvège se distingue à l'échelle mondiale par sa gestion exemplaire de ses ressources naturelles en respectant les normes environnementales. Son énergie électrique est composée de 98% de ressources renouvelables, principalement de l'hydroélectricité. Au moment où nous inaugurons cette exposition, puisse-t-elle servir de témoignage au potentiel qui naît lorsque des nations et des industries s'unissent autour d'objectifs communs. Je vous invite tous à engager un dialogue franc, à apprendre les uns des autres et à établir des partenariats qui favoriseront l'innovation. Le vice-président de la République fédérale du Nigeria, M. Kashim Shettima Moustapha, a salué le leadership du président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence Alassane Ouattara, en matière de développement. Monsieur le Président Ouattara, je vous remercie d'avoir organisé cet important dialogue. Je vous assure que le Nigeria est prêt à travailler en partenariat avec vous et à apprendre les uns des autres. C'est alors qu'à la surprise générale de tous, un cadeau d'une hauteur de 2 mètres réalisé par un sculpteur ivoirien représentant une daba, grandeur nature, utilisée par les paysans du nord de la Côte d'Ivoire, a été offert par son réalisateur au président Alassane Ouattara, ce qui a valu une belle photo de famille. Le CIREX 2024 a enregistré plus de 300 exposants et plus de 1500 délégués professionnels provenant de 50 pays à travers le monde. Ce salon se déroulera sur une période de 6 jours avec plusieurs conférences et panels dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Les acteurs privés ont la possibilité de découvrir le potentiel régional et les dernières avancées technologiques lors de ce rendez-vous qui se déroule au Parc des Expositions d'Abidjan et de développer des partenariats qui pourraient avoir un impact sur leurs entreprises et leur pays. L'équipe de CNN, la télévision Autrement, a recueilli pour vous auprès des participants leurs impressions et la plupart n'ont pas tari d'éloges à l'égard du développement vertigineux de la Côte d'Ivoire et de l'organisation exemplaire de cette première édition du CIREX 2024. On invite vraiment les investisseurs à venir en Côte d'Ivoire, à venir investir et à aider l'État à rendre la vie des populations meilleure. La Côte d'Ivoire amorce un nouveau cap
une nouvelle orientation qui est fondée sur la politique du gouvernement et qui met l'accent sur l'intégration des 3 secteurs majeurs des ressources extractives que sont les mines, le pétrole et l'énergie. C'est un salon qui a pour but de promouvoir tout ce qui est ressources naturelles et énergétiques du pays et aussi présenter à tout l'ensemble des parties prenantes, que ce soit côté bailleur, côté secteur privé, côté institution, côté banque, tout ce que la Côte d'Ivoire regorge comme potentialité en termes de ressources énergétiques et extractives. Impressionné, c'est très bien organisé, les stands sont très intéressants, la cérémonie d'ouverture était grandiose et très émouvante aussi. Donc vraiment un bel événement, ça fait rayonner la Côte d'Ivoire. Mais c'est vraiment des sentiments vraiment de joie, de voir que déjà la cérémonie d'ouverture s'est très bien passée et cela augure que ce salon connaîtra le succès qu'on entend. Et toutes les équipes du ministère des Mines du Pétrole, sous la houlette de M. le ministre, s'est mis à la tâche pour faire de ce salon un grand rendez-vous pour toute la communauté des acteurs du monde du pétrole, des mines et de l'énergie. Le CIREX est le bienvenu en Côte d'Ivoire et aussi je suis heureuse de participer à ce salon. Il serait bon que le CIREX puisse tourner dans la sous-région. Toujours un privilège pour nous, Ivoiriens, de recevoir le Salon international des ressources extractives. Mais nous, c'est une opportunité aussi pour nous de venir aussi faire parler de nous et de nos préoccupations, de nos difficultés. Nous, en tant que pompistes et graisseurs en Côte d'Ivoire. Je suis venu participer au CIREX et il faut dire que vraiment la Côte d'Ivoire a mis le paquet. Dans ce salon, c'est la première fois que je vois le parc des expositions vraiment utilisé à fond. Déjà le parking qui était absolument plein et surtout ce pavillon qui, avec ce salon, on voit ressortir vraiment que c'est un pavillon au niveau international absolument sans doute. À part le Palais des Congrès, mais ça, on l'a déjà vu dans plusieurs autres événements. Les occasions de réseautage dans le domaine minier, ça n'arrive pas tous les jours, donc très très heureux de faire partie des exposants pour le CIREX, la première édition du CIREX 2024. On voit que les infrastructures ici sont vraiment à la hauteur des ambitions de la Côte d'Ivoire pour le domaine minier. Tout est bien installé, tout est bien organisé, donc très, très, très fier et très heureux de faire partie de la communauté minière pour cette première édition. Tout en restant focalisé sur la Côte d'Ivoire, on y reviendra, surtout pour parler de l'intelligence artificielle. Je demande un peu à Marcel de nous présenter, de nous faire voir quelques images un tout petit peu de cette 11e conférence. Voilà, vous voyez arriver le ministre de la Communication aux côtés du ministre de la Culture, avec la présence de M. René Bourgoin, le président de la ACA, la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle de Côte d'Ivoire. On y reviendra dans un instant pour vous parler de cette 11e édition tenue à Abidjan. Mais pour l'heure, nous quittons la Côte d'Ivoire pour le Cameroun. Le pays situé en Afrique centrale, au cœur même de l'Afrique centrale, et le président n'est autre que son Excellence, M. Paul Biya, qui dirige ce pays depuis 42 ans. Au Cameroun, la 34e journée africaine de la statistique à Douala, dans la capitale économique du Cameroun. Un événement qui n'a qu'un seul but, encore plus d'efficacité. Reportage depuis Douala, l'équipe de CNN Télévision et de C-Web Info, dirigée par Stéphane Négou, assisté de Gozo, de Charlotte Abdoulaye, Séverin Tchatchoua et Eric Bikek. L'agence régionale de l'INS a organisé le 17 novembre 2024 l'événement marquant la 34e édition de la journée africaine de la statistique dans la ville de Douala, capitale économique du Cameroun, avec pour thème soutenir l'éducation en modernisant la production des statistiques adaptées aux besoins.
Cérémonie que présidait M. Diani Bala Gabriel, représentant du gouverneur de la région du littoral, en présence du délégué régional de la jeunesse et de l'éducation physique, Mme Nana Christelle, chef d'agence régionale du littoral de l'INS, ainsi que de nombreux invités. Créée en 1990 par la conférence des ministres chargés de la planification économique et du développement des pays membres de la Commission économique pour l'Afrique, cette 34e journée revêt une signification particulière dans les quêtes pour un développement social et économique durable. Une gestion efficace des données, même au niveau régional, est essentielle pour informer les politiques, orienter les investissements et mesurer l'impact des initiatives de développement. La modernisation des écosystèmes de données, en particulier en ce qui concerne les statistiques officielles et les grands ensembles de données, passe par des étapes telles que l'amélioration des statistiques officielles. Il va s'agir ici de renforcer des capacités statistiques nationales, tant dans la formation du personnel que dans l'acquisition de technologies modernes de traitement de l'information. Également, nous notons l'utilisation des données technologiques de l'information et de la communication. Dans ce cas, il est question de développer des plateformes de données centralisées où les membres de la communauté peuvent partager leurs données de manière sécurisée, favorisant ainsi la collaboration et la transparence. Durant cette journée, des échanges ont été faits sur le traitement de la situation de l'alphabétisation, de l'état des statistiques dans la région et un aperçu des données statistiques de la région ont également été présentés en vue de renforcer les capacités nationales dans la formation du personnel ainsi que dans l'acquisition des technologies innovantes. Les acteurs clés qui participaient à la coordination de cette journée étaient la Banque africaine de développement, la Commission de l'Union africaine ainsi que les États membres qui tous jouent un rôle dans la promotion et la valorisation de l'importance des statistiques. Les statistiques, en règle générale, dans la globalité, prises dans leur globalité, sont bonnes, mais seulement il faudrait désagréger pour pouvoir tenir compte des disparités qui peuvent se loger dans ces statistiques-là. Désagréger au niveau de la localité, c'est-à-dire aller au niveau même de la commune, désagréger même au niveau aussi des différents types de statistiques ou bien d'enseignement. Au niveau du personnel, est-ce que toutes les communes sont servies en termes de professeurs de mathématiques? Est-ce que toutes les communes sont servies en termes de lycées techniques, de lycées anglophones ou francophones? Donc il faudrait avoir dans ces statistiques-là pour pouvoir permettre une meilleure prise de décision. À terme, les bénéficiaires des données statistiques sont les entreprises privées, les chercheurs, les médias et le grand public. Cette journée aura également été l'occasion d'échanger, de partager les bonnes pratiques statistiques dans le but de renforcer les collaborations entre les acteurs pour que les statistiques demeurent un moteur essentiel de développement socio-économique en Afrique, car ne l'oublions pas, les statistiques restent un outil de décision. Je vous parlais à l'instant de l'intelligence artificielle, dans la régulation de l'intelligence artificielle dans les secteurs de l'audiovisuel, du numérique et de la communication en Afrique. La 11e conférence des instances de régulation de la communication d'Afrique, en sigle CIRCAF, s'est tenue à Abidjan les 28, 29 et 30 novembre 2024. La cérémonie d'ouverture, le 28 novembre, au Novotel Abidjan, au Plateau, avec la présence de plusieurs personnalités, parmi lesquelles le ministre de la Communication de la République de Côte d'Ivoire, le ministre de la Culture de Côte d'Ivoire, des personnalités politiques, le président de la ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle de Côte d'Ivoire, M. Rédé Bourgoin, et son homologue de France, M. Roch-Olivier Mestre, et son autre homologue du Maroc. Ousmane Koulibaly à la caméra pour CNN Télévision, ici Web Info, assisté de Eddy Lévite-Vonan, se sont rendus au Novotel à Abidjan, au Plateau, pour couvrir cet événement et nous en faire écho. Le jeudi 28 novembre 2024, dès 7h, au Novotel, situé au Plateau, à la rue du Commerce à Abidjan, les conférenciers s'enregistrent afin de prendre part à cette 11e conférence des instances de régulation de la communication d'Afrique, en sigle le CIRCAF.
Au centre de cette 11e conférence des instances de régulation de la communication d'Afrique, en sigle CIRCAF, la régulation de l'intelligence artificielle, en sigle LIA, dans le secteur de la communication audiovisuelle et numérique en Afrique. Des personnalités politiques membres du gouvernement de Côte d'Ivoire, tels le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, M. Amadou Coulibaly, Mme Françoise Romac, ministre de la Culture de Côte d'Ivoire, M. René Bourgoin, président de la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle en Côte d'Ivoire, en sigle ACA, et vice-président du RIAC, le président de la ACA du Bénin, secrétaire exécutif du RIAC, le président de l'ARCOM France et président du REFRAM, M. Roch-Olivier Mestre, la présidente de la ACA du Maroc, présidente en exercice du RIAC, Mme Latifa Arkabak, et le représentant du Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Durant ces 2 jours, des 28 et 29 novembre, pour les sessions 1, le point focal fut les enjeux de la régulation de l'intelligence artificielle dans le secteur de la communication audiovisuelle et numérique en Afrique. La session 2 se portait sur la régulation de l'intelligence artificielle en Afrique, les pistes d'évolution en expérience en cours. Quant à la session 3, le thème était esquisse d'un cadre réglementaire sur la régulation de l'intelligence artificielle dans le secteur de la communication audiovisuelle et numérique en Afrique. La session 4 portait sur l'adoption des recommandations contenues dans une déclaration en vue de la contribution des régulateurs africains à la régulation de l'intelligence artificielle. Et la 5e du genre portait sur un huis clos des présidents et chefs de délégation. Tel fut le déroulé de cette 11e conférence des instances de régulation de la communication d'Afrique, en sigle CIRCAF. C'est alors qu'à cette ouverture du 28 novembre 2024, au Novotel Abidjan, Côte d'Ivoire, afin de souhaiter Akwaba à ses hôtes, honneur est revenu à M. René Bourgoin, président de la ACA de Côte d'Ivoire et vice-président du RIAC. La régulation de l'intelligence numérique dans le secteur de la communication audiovisuelle est une nécessité absolue. Quand on sait que aujourd'hui, vous le savez tous, avec les deepfakes et autres, mais c'est la crédibilité de notre démocratie des élections qui est en jeu. C'est pour ça qu'il faut que nous prenions à bras le corps cette question de la régulation de l'intelligence artificielle. Vous voyez quelqu'un parler, un candidat, il s'exprime, il dit des choses qu'on lui fait dire, c'est sa voix. On voit ses lèvres bouger pour prononcer ces mots. C'est lui qui est en train de les dire, mais en réalité, il ne les dit même pas. C'est archi faux, tout est imaginé tout est généré par l'intelligence artificielle. 27 pays réfléchissent sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Le Bénin était présent. L'intelligence artificielle permet la production automatisée de contenu audiovisuel, ce qui peut accroître la capacité de création pour les médias africains. Une image générée par l'intelligence artificielle, celle du président Donald Trump aux États-Unis, qui tire ici la sonnette d'alarme pour garder une crédibilité, surtout de nos politiques, à l'approche des grandes échéances. La France, par M. Roch-Olivier Mestre, président de la ARCOM France, s'exprime. Des sessions de formation pourront aussi être organisées dans le cadre de ce forum, notamment sur les technologies émergentes, comme l'intelligence artificielle qui nous réunit aujourd'hui et qui est le thème de cette 11e conférence des instances de régulation et de la communication d'Afrique. Le Maroc par Mme Latifa Arkabak, présidente de la ACA du Maroc. La régulation de l'intelligence artificielle dans le secteur de la communication audiovisuelle et numérique est désormais une préoccupation pour la communauté globale des régulateurs, car l'intelligence artificielle a déjà et aura encore plus à l'avenir une influence de grande ampleur sur la production, la distribution et la consommation des contenus audiovisuels, et plus important encore, elle aura un impact multiforme sur les dynamiques économiques des médias et sur les comportements du public. C'est ensuite que la parole est revenue au ministre de la Communication de Côte d'Ivoire, M. Amadou Coulibaly, pour clore cette ouverture avant les séances des travaux qui se sont toutes achevées en fin de journée. Les évolutions technologiques en matière de communication ont fait
de chacun de nous des diffuseurs d'informations. Elles ont donc considérablement modifié les méthodes de régulation des médias audiovisuels par l'étendue de leur réseau de publication et de diffusion de l'information, par leur rapidité, par leur instantanéité. Elle peut donc conduire à la désinformation de nos populations et à leur manipulation. C'est alors que l'équipe de CNN de C-Web Info présente au Novotel pour cette 11e conférence des instances de régulation de la communication d'Afrique a recueilli quelques impressions pour vous. C'est pour moi une grande opportunité et en plus le sujet, le thème est très intéressant parce que c'est un thème qui constitue donc le défi auquel les instances de régulation africaines font face aujourd'hui. Donc je pense que je vais rentrer avec des stratégies qui vous permettront de pouvoir réguler l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle offre des possibilités phénoménales, mais elle peut comporter des risques pour la manipulation de l'information ou pour le pillage du droit des auteurs en matière de création. Il est important pour nous régulateurs de veiller à ce que les droits en ligne et l'intérêt général, les droits en ligne des citoyens africains et l'intérêt général des sociétés africaines soient préservés dans le cadre de cette nouvelle réalité des médias et de la communication qui est caractérisée et marquée, fortement marquée par l'hégémonie des plateformes numériques globales sur le marché de l'information. Tout en vous rappelant que la 11e conférence des instances de régulation de la communication d'Afrique, en sigle CIRCAF, avec pour objectif premier la régulation de l'intelligence artificielle, en sigle l'IA, dans le secteur de la communication audiovisuelle et numérique, s'est tenue à Abidjan au Novotel Plateau, 28, 29, 30 novembre 2024. Notons que la mandature du RIAC 2024-2025 revient désormais au président de la ACA de Côte d'Ivoire, M. René Bourgoin. Pour dire simplement que l'ARCOM en France, son équivalent en Côte d'Ivoire, c'est la ACA, et au Maroc, tous sont à Abidjan. Et ils ont été à Abidjan pour voir tout cela de très près. Il y a eu des exemples qui ont été donnés à cette 11e conférence. On peut simplement dire que la ACA, au niveau de la Côte d'Ivoire, veille à ce qu'il n'y ait aucun dérapage avec le phénomène aujourd'hui de l'intelligence artificielle. C'est l'heure de notre grand format. Dans ce grand format, toute l'équipe de rédaction a décidé de parler des produits vivriers en Côte d'Ivoire. Les infrastructures, succès, rien à dire. Tout ce qui touche un tout petit peu au phénomène des télécommunications, rien à dire. Tout ce qui touche à la défense nationale en Côte d'Ivoire, rien à dire. Dans plusieurs secteurs. Et dans ce numéro, on a décidé de nous atteler un tout petit peu sur le phénomène des produits vivriers, à savoir ce que nous mangeons tous les jours. Est-ce que les Ivoiriens sont contents? Est-ce qu'il y a une prolifération des produits vivriers, à savoir la banane, le piment, les arachides, la tomate, les aubergines? Est-ce que nos paysans sont heureux et continuent à produire? Est-ce que leur production afflue sur nos marchés? L'équipe tenue toujours par Ousmane Koulibaly a décidé de traîner la caméra comme ça pour voir dans une zone urbaine comme Abidjan, l'une des plus grandes villes urbaines de Côte d'Ivoire, ce que pensent les Ivoiriens au sujet des produits vivriers, et c'est l'objet de notre grand format. Chez nous en Côte d'Ivoire, il y a tomate, il y a gomo, il y a piment, il y a banane. En tout cas, chez nous en Côte d'Ivoire, il y a tout. Pas besoin d'aller au Burkina, Mali, etc. Il y a tout chez nous. Vraiment, si je vois les aubergines, gomo, piment, tomates dans ce pays, je suis très contente. Parce que dans les autres pays, tout ça, il n'y en a pas. Mais chez vous, ici, il y a tout. Chez nous, ici, il y a tout. Donc, vraiment, je suis très content pour voir tout ça. Là. À Côte d'Ivoire, ici, il y a tout. Il y a banane, il y a escargot, il y a tomate, il y a aubergine, il y a gombo, il y a igname, il y a toutes les choses ici. Nous sommes au marché Gourou actuellement. Vraiment, c'est une fierté pour nous qu'il y a tous les produits sur le marché, que ce soit aubergine, piment, gombo, un peu de tout. Vraiment, c'est une fierté pour la Côte d'Ivoire parce que nous sommes reconnus à l'international grâce à ces produits-là. C'est une fierté pour nous, donc ça nous rend vraiment fiers de notre pays
Et puis avec ça, le pays ne manque pas de nourriture, quoi. On n'a pas faim, on est toujours là. Et puis ça, un peu, on est là. Les produits vivriers qui sont en Côte d'Ivoire, c'est une fierté pour nous. Parce que il y a des autres pays qui n'en ont pas. Il y a des pays, même tu viens prendre ça en Côte d'Ivoire pour envoyer ça dans les autres pays. Donc c'est une fierté pour nous. C'est une fierté pour nous parce qu'on ne va pas aussi dans les autres pays pour acheter, pour envoyer en Côte d'Ivoire. En temps normal, ça quitte en Côte d'Ivoire ici pour aller dans les autres pays. Donc on est très heureuse pour ça. En Côte d'Ivoire, nous avons tout ici. Il y a banane ici, il y a manioc ici, il y a placari ici, il y a aubergine ici, il y a tomate ici. Au lieu d'aller prendre dans l'autre pays, au marché Gourou, il y a tout ici. Vraiment, ça nous fait plaisir d'avoir les produits vivriers en Côte d'Ivoire ici. Ça nous fait vraiment plaisir d'avoir ça. C'est une richesse pour nous. On est très contents d'avoir ça ici. Il y a banane, il y a tomate, il y a aubergine, il y a toutes sortes de vivriers ici, comme aubergine, tomate, gomo, tout. Igname, on a tout ici. Donc vraiment, ça nous fait plaisir d'avoir ça en Côte d'Ivoire ici. On a tout chez nous. On a banane, on a aubergine, on a piment, on a gomo, on a igname, on a le riz local, on a placari chez nous. Mais on a manioc, on a tout chez nous. Tout ce qui est chez nous, on a ça. Les produits vivriers que nous avons en Côte d'Ivoire ici, les bananes, manioc, tomates, gomo, le feu, ça nous plaît pour qu'on voit en Côte d'Ivoire ici. Au lieu d'aller dans un autre pays pour avoir, on a tout chez nous ici. C'est pour cela que je voulais vous dire que toutes les femmes, que les vivriers de Côte d'Ivoire, bananes, tout, c'est tout chez nous ici. On va aller faire quoi dans un autre pays encore? On préfère rester chez nous en Côte d'Ivoire. C'est une fierté pour nous, quoi. C'est une fierté pour nous parce qu'on voit que sur notre terre, il y a tout. La terre est riche. La Côte d'Ivoire est pleine de richesses. En tout cas, si ça dépend de moi seul, je préfère rester ici pour me battre parce qu'on a tout chez nous ici. On a tout ici, on a piment, tomates, riz, banane, maïs. Bon, on a tout chez nous ici, quoi, etc. Même igname, il y en a chez nous ici. Vu les produits vivriers en Côte d'Ivoire, j'ai vu la Côte d'Ivoire a tout. Il a igname, il a manioc, il a tout, je ne peux pas tous les citer, etc. Donc j'invite à tous les Ivoiriens, eux-mêmes, ils n'ont qu'à faire évoluer, que le monde entier sache que Côte d'Ivoire a tous les produits alimentaires chez lui, dans son pays. Je suis très satisfait des produits vivriers Made in Côte d'Ivoire, car depuis des années maintenant, la Côte d'Ivoire arrive à s'en sortir. Et en tout cas, on n'a pas de problème au niveau du marché, étant que cela vient même de nous-mêmes. On a déjà un peu de tout ici, on cultive pas mal de trucs. Donc, je crois que la satisfaction est encore plus bien, et avec les prix et autres. Seulement que bon, il y a certains prix qui ont bercé et d'autres qui se sont élevés. Mais si on arrive à résoudre tous ces problèmes-là, en tout cas, ça va aller de l'avant. Je suis vraiment satisfait des produits vivriers de la Côte d'Ivoire parce qu'on a plusieurs produits qu'on arrive à cultiver ici. Exemple comme la banane, l'igname, le manioc, il y a plusieurs. Mais on ne peut pas tout citer parce que la Côte d'Ivoire ne manque pas de nourriture vraiment. Parce qu'on a plusieurs nourritures qui permettent à la Côte d'Ivoire de tenir les 4 bouts au monde. Je suis satisfait des produits vivriers de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'au lieu que le pays exporte des produits pour venir en Côte d'Ivoire, si nous-mêmes nous produisons nos propres produits et que nous les consommons, c'est une bonne chose pour le pays, oui. Je suis parfaitement satisfait des produits vivriers que nous produisons ici en Côte d'Ivoire. Je voudrais, à travers votre micro, encourager le ministère de l'Agriculture à pouvoir mettre un accent. Parce que la Côte d'Ivoire, au départ, au temps du fouet, nous étions peut-être 12 millions d'habitants, mais aujourd'hui nous sommes au-delà de 25 millions d'habitants. Donc on a vraiment besoin que le ministère de l'Agriculture puisse développer
ce domaine-là au niveau des vivriers pour qu'on puisse avoir les aliments, par exemple la banane, le manioc et tout ce que nous connaissons, la tomate, l'aubergine, pour que on puisse être autosuffisant en produits vivriers au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous avons déjà un climat vraiment qui est adapté aux produits vivriers. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va aller chercher ailleurs ce qu'on a abondamment chez nous. Donc voilà quoi, donc c'est dit que chez nous ici déjà il y a du gombo, il y a du manioc, il y a du piment, il y a de la tomate. Tout se fait ici en Côte d'Ivoire, je veux dire. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va encore aller chercher au loin ce qu'on a sur place quoi. Sinon voilà quoi, je suis satisfait de nos agriculteurs, je suis fier même d'eux d'ailleurs, puisqu'on dit que le pays se repose sur l'agriculture, je crois. Voilà. Donc l'agriculture en Côte d'Ivoire est abondante. En tout cas, il n'y a pas de pénurie de nourriture en Côte d'Ivoire en tout cas. Tout en vous remerciant d'avoir pris de votre temps pour regarder cette émission panafricaine d'informations vraies sur CNN, CIWeb Info, grâce à notre partenaire officiel. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. C'est terminé pour cette émission Constier All Week News. Et n'oubliez pas les rediffusions sur CNNTV.ci ou encore vous allez sur www.ciwebinfo et là vous cliquez sur la rubrique replay pour avoir toute l'information panafricaine vraie. C'est la première chaîne numérique qui vous donne de l'information vraie 24 heures sur 24. Et nous savons combien vous êtes attachés aujourd'hui au numérique parce qu'on n'a pas toujours le temps de rester à la maison face au grand écran. On l'a sur notre laptop, sur nos téléphones portables. Et voilà, cette chaîne vous donne toutes les informations vraies. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Je suis Constier K. Au revoir.